Quand on parle d'intelligence artificielle en Afrique, on entend très souvent l'image de la course, une course pour rattraper son retard. Mais, et si la bonne métaphore, ce n'était pas du tout celle du sprinter, mais plutôt celle du tisserand? Aujourd'hui, on explore ensemble une vision radicalement différente pour l'IA, celle d'une construction patiente, un véritable tissage social. Alors voilà, on nous présente souvent l'IA comme une espèce de course mondiale, une compétition effrénée avec des classements, des levées de fonds et bien sûr, une ligne d'arrivée. Mais il y a une autre histoire, un autre récit possible, et c'est celui du tissage. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, la course, c'est une logique de compétition pure où l'Afrique risque de n'être qu'un simple marché. Et de l'autre, le tissage. Là, on change complètement de paradigme, on entre dans une logique de coopération. L'idée, ce n'est plus de se dire il faut créer notre propre ChatGPT à tout prix. Non, il s'agit plutôt de bâtir des ressources partagées, ce qu'on appelle des communs d'IA, qui viennent renforcer nos sociétés de l'intérieur. Et cette question, elle change absolument toute la perspective. Elle déplace complètement l'objectif. On ne parle plus de vitesse, mais de justice. On ne vise plus la performance individuelle, mais la résilience collective. C'est ça tout l'enjeu. Bon, ce concept de tissage, il ne sort pas de nulle part. En fait, il est guidé par des philosophies qui sont profondément ancrées sur le continent et qui peuvent nous servir de boussole dans ce nouveau monde technologique. Au cœur de cette boussole, on trouve la philosophie Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. C'est une idée très forte. Et quand on l'applique à la technologie, le principe est simple mais radical. La valeur d'un outil ne se mesure pas juste à sa puissance brute, mais à son impact sur les liens qui nous unissent. Est-ce qu'il renforce la confiance, la dignité, ou au contraire, est-ce qu'il les abîme? Alors, comment est-ce qu'on tisse concrètement ces fameux comment d'IA? Eh bien, il y a 5 fils qui sont essentiels pour former cette toile solide et juste. La langue, la donnée, l'infrastructure, la compétence et enfin la redevabilité. Allez, explorons chacun de ces fils. On commence par le premier fil, qui est peut-être le plus fondamental de tous, la langue. C'est tellement plus qu'un simple outil de communication. La langue, c'est une archive vivante de nos valeurs, de nos cultures. C'est exactement ça. La langue est une archive de valeurs, de culture, de manière unique de voir le monde. Une IA qui ignore le Wolof, le Pulaar ou le Lingala n'est jamais neutre. Si elle ne comprend pas les subtilités du respect ou de l'humilité propre à ces langues, elle peut produire un discours qui est peut-être techniquement correct, mais qui est socialement violent. Ignorer une langue, c'est tout simplement effacer un monde. Donc, créer un commun de la langue, ça veut dire passer à l'action. Ça veut dire bâtir des collections de textes et de voix, mais de manière éthique, en rémunérant les communautés. Ça veut dire développer des outils libres et ouverts, et surtout s'assurer que la qualité est évaluée par les locuteurs natifs eux-mêmes. Passons maintenant au deuxième fil, la donnée. Et là aussi, la métaphore qu'on choisit est absolument cruciale. Elle peut soit nous enfermer dans une logique d'exploitation, soit au contraire nous ouvrir la voie à la coopération. On l'entend partout, cette métaphore de l'or ou du pétrole. Le problème, c'est qu'elle est dangereuse. Elle nous met tout de suite dans une logique d'extraction. La perspective Ubuntu, elle, propose une vision totalement différente. Voir la donnée comme une relation. Une donnée de santé, une image agricole, ce ne sont pas des objets inertes, ce sont des fragments de vie. Et leur utilisation exige la réciprocité. En pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire créer des structures comme des fiducies ou des coopératives de données, où ce sont les communautés elles-mêmes qui décident des règles du jeu. Qui peut accéder aux données, pourquoi faire et avec quels bénéfices en retour. C'est une manière de rendre le pouvoir à ceux qui produisent la donnée. Le troisième fil, c'est l'infrastructure. Les fondations, en quelque sorte, sur lesquelles tout le reste repose. Sans des communs d'infrastructure, l'innovation reste fragile et surtout dépendante de l'extérieur. Attention, l'idée n'est pas que l'État doit tout construire lui-même. Non, c'est qu'il doit garantir des rails publics, une identité numérique qui soit fiable, des systèmes qui peuvent se parler entre eux et une sécurité de base. Une fois que ces rails sont posés, les entreprises, la société civile, tout le monde peut innover librement sans être prisonnier d'une seule technologie ou d'un seul fournisseur. Et là, l'opportunité est immense. Il faut penser ces rails au-delà des frontières, harmoniser les standards techniques entre les pays, par exemple au sein de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ou de la CEMAC en Afrique centrale, ça permet de créer des marchés bien plus grands et des solutions plus robustes. Ici, l'interopérabilité devient carrément une politique de souveraineté. On en arrive au quatrième fil, la compétence. Parce que la technologie, ça reste un outil. Ce sont les savoirs, les compétences, qui permettent de le maîtriser et de lui donner un sens. Ici, la sagesse de l'adage Sankofa nous invite à regarder au-delà des seuls ingénieurs. La vraie compétence, ce n'est pas que ça.
C'est aussi celle de l'enseignante, de l'agriculteur, de la sage-femme. Ce sont ces experts du terrain qui savent mieux que personne où l'IA peut être une aide précieuse et où, au contraire, elle risque de faire plus de mal que de bien. Alors, construire un commun de la compétence, ça pourrait être, par exemple, d'intégrer systématiquement l'éthique et le droit dans les formations techniques. Ça pourrait être de créer des laboratoires ouverts où les chercheurs, les administrations et la société civile collaborent vraiment. Ou encore d'orienter les bourses et les financements vers la résolution de problèmes locaux pour que l'on puisse créer sans devoir partir. Et on arrive au tout dernier fil, celui qui vient en quelque sorte maintenir toute la toile, la rebevabilité. C'est tout simplement la capacité de demander des comptes. Cette question, elle est absolument essentielle. Parce qu'au-delà de la précision technique d'un algorithme, la question humaine, elle, demeure. Quand le système fait une erreur, et il en fera, c'est inévitable, qui en subit les conséquences? Qui est responsable? Et surtout, comment est-ce qu'on répare le tort? La redevabilité, ça se traduit par des mécanismes très concrets. Des audits externes pour les IA utilisés par l'État, par exemple. Des explications claires et compréhensibles pour tout le monde. Et surtout, des procédures simples pour que n'importe qui puisse contester une décision automatique et obtenir une correction. Alors, au final, ça donne quoi cette approche, une fois que la toile est tissée? Eh bien, on passe d'une vision de l'IA comme un produit à importer à une vision de l'IA comme un tissu social à construire ensemble. L'objectif ultime, ce n'est pas juste la performance ou la croissance économique. Il s'agit de construire des outils technologiques qui renforcent notre humanité, notre capacité à la solidarité, aux soins, à la justice. Bref, des outils qui nous aident, tout simplement, à mieux vivre ensemble. Et c'est la question qui reste, la question fondamentale. Si l'IA devient aussi essentielle pour nos vies que l'eau ou l'électricité, on ne peut pas laisser les réponses au seul marché ou à une poignée d'experts. Savoir qui contrôle cette technologie et pour le bénéfice de qui, c'est une question profondément politique, une question à laquelle nous devons toutes et tous prendre part.